Patrice Lumumba. Ce nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de liberté, de fierté et de combat pour l'Afrique. Mais qui était vraiment l'homme derrière la légende? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, revenir à sa source, dans les terres profondes du Congo. Nous sommes en juillet 1925, dans un petit village de la province du Sankuru, au cœur d'une colonie belge immense et brutale, un enfant vient au monde. Son nom de naissance est Elias Okitasombo. Il appartient à l'ethnie Tetela. Le pays, qu'on appelle alors le Congo belge, est une terre de paradoxes. Immensément riche en ressources naturelles, mais où la population locale est maintenue dans la pauvreté et l'ignorance. L'accès à l'éducation est un privilège rare, et les écoles, principalement gérées par des missions religieuses, ont un objectif clair: former des travailleurs dociles et des auxiliaires pour l'administration coloniale, pas des penseurs libres. Mais le jeune Elias est différent. Dès son plus jeune âge, il détonne. Il a une soif de savoir insatiable, une curiosité qui dépasse de loin les leçons rudimentaires qu'on lui enseigne. Là où le système veut créer des sujets obéissants, lui, il dévore les livres. Il s'intéresse à tout, mais surtout à l'histoire, à la philosophie, aux idées des Lumières. C'est un autodidacte. Il apprend par lui-même, loin des dogmes imposés, et forge peu à peu sa propre vision du monde, une vision critique et aiguisée. Il comprend rapidement que le savoir est une arme, la plus puissante de toutes. Cette quête de connaissance va devenir le fondement de son futur combat. Il refuse le destin qu'on a tracé pour lui et pour son peuple. Il ne sera pas un simple rouage dans la machine coloniale. Il sent au plus profond de lui qu'un autre avenir est possible. Un avenir où les Congolais ne seraient plus des sujets, mais les maîtres de leur propre maison. Devenu adulte, il quitte son village natal pour chercher du travail. Comme beaucoup de jeunes Congolais instruits de son époque, il devient employé de bureau, d'abord dans les postes, puis dans une société minière. C'est là, au contact direct de la réalité économique de son pays, que sa conscience politique s'éveille véritablement. Chaque jour, il voit les richesses minières, le cuivre, les diamants, l'uranium, être extraites du sol congolais pour enrichir la Belgique et les puissances occidentales. Il voit les trains chargés de minerais partir vers les ports, tandis que les Congolais, qui extraient ces richesses, vivent dans des conditions misérables, sans droit, sans voix au chapitre. C'est un choc, une prise de conscience brutale et révoltante. Le contraste est insupportable. La richesse du Congo nourrit le monde entier, mais laisse son propre peuple affamé et exploité. Face à cette injustice flagrante, Lumumba ne peut rester silencieux. Il décide d'utiliser sa plume pour se battre. Il devient journaliste, et ses articles commencent à circuler. Avec un courage remarquable pour l'époque, il dénonce les abus, les inégalités, l'arrogance du pouvoir colonial. Il ne se contente pas de critiquer. Il propose, il analyse. Il explique comment le système colonial étant conçu pour diviser les Congolais entre eux, en exacerbant les tensions ethniques pour mieux régner. Il comprend que l'unité est la clé. Tant que les Congolais resteront divisés, ils resteront faibles et exploitables. C'est à ce moment-là que naît sa conviction la plus profonde, celle qui guidera toute sa vie. Le Congo doit être unifié, par-delà les ethnies et les régions. Un Congo uni, libre de toute domination étrangère, et enfin, maître de son propre destin. Ce n'est plus seulement un rêve, c'est devenu le projet d'une vie. Cette idée d'un Congo uni et indépendant est révolutionnaire. À l'époque, personne n'ose imaginer une telle chose. La Belgique considère sa colonie comme une propriété éternelle. Mais Lumumba, lui, y croit. Il commence à organiser des cercles de discussion, des associations culturelles. Il voyage à travers le pays pour rencontrer d'autres intellectuels, des syndicalistes, des chefs traditionnels. Il parle avec une éloquence et une passion qui captivent les foules. Son charisme est magnétique. Il a le don de traduire en mots simples les frustrations et les espoirs de millions de personnes. Il ne parle pas le langage de la haine, mais celui de la dignité et de la justice. Il ne veut pas chasser les Blancs, mais construire une nation où Congolais et Européens pourraient vivre ensemble dans le respect mutuel, à condition que le pouvoir politique et économique soit entre les mains du peuple congolais.
Son engagement politique prend une nouvelle dimension en 1958. Cette année-là, il se rend à Accra, au Ghana, pour la première conférence des peuples africains, organisée par Kwame Nkrumah, le père de l'indépendance ghanéenne. Ce voyage est une révélation. Il rencontre des leaders panafricanistes venus de tout le continent. Il découvre qu'il n'est pas seul. Le désir de liberté est un vent puissant qui souffle sur toute l'Afrique. Il revient au Congo transformé, galvanisé. Il n'est plus seulement un journaliste ou un intellectuel. Il est désormais un leader politique prêt à mener son peuple vers l'indépendance. La même année, il fonde son propre parti, le Mouvement national congolais, le MNC. Un parti qui se veut national et non tribal, avec un seul et unique objectif, l'indépendance immédiate et inconditionnelle du Congo. Le jeune garçon du Sankuru est devenu la voix d'une nation en éveil. Le message de Lumumba et du MNC se répand comme une traînée de poudre. Il promet la fin du travail forcé, des salaires décents, l'accès à l'éducation pour tous et surtout la restitution de la dignité. Pour des millions de Congolais, c'est et la première fois que quelqu'un leur parle un avenir où ils seraient enfin les maîtres chez eux. Le succès est fulgurant. Les autorités belges, qui avaient longtemps sous-estimé Lumumba, commencent à s'inquiéter sérieusement. Elles y voient en lui un agitateur dangereux, un radical qui menace leurs intérêts économiques colossaux. La répression s'intensifie. Les réunions du MNC sont interdites, ses membres harcelés, et Lumumba lui-même est arrêté et emprisonné à plusieurs reprises. Mais chaque arrestation ne fait que renforcer sa popularité et sa détermination. En prison, il devient un martyr, un symbole de la résistance face à l'oppression. La pression populaire pour sa libération devient si forte que Bruxelles est obligée de céder. Début 1960, la situation est explosive. Des émeutes éclatent à Léopoldville, l'actuel Kinshasa. La Belgique comprend qu'elle ne peut plus maintenir son contrôle par la force. Elle organise en urgence une conférence à Bruxelles pour discuter de l'avenir du Congo. Toutes les forces politiques congolaises y sont invitées. Lumumba, à peine sorti de prison, s'y rend et devient immédiatement la figure centrale des négociations. Face aux politiciens belges qui cherchent à retarder l'échéance et à conserver le contrôle économique, il se montre intransigeant. Il refuse tout compromis sur la date de l'indépendance. Son discours est clair, puissant, sans ambiguïté. C'est l'indépendance totale maintenant. Sa fermeté et sa logique implacable déstabilisent la délégation belge. Contre toute attente, il obtient ce qu'il voulait. La date de l'indépendance est fixée au 30 juin 1960. En quelques mois seulement, le rêve de Patrice Lumumba est sur le point de devenir réalité. Le Congo va être libre. Le 30 juin 1960 est un jour historique. Le Congo devient une république indépendante. Une cérémonie grandiose est organisée en présence du roi des Belges, Baudouin. Dans son discours, le roi fait l'éloge de l'œuvre civilisatrice de la Belgique, passant sous silence les décennies d'exploitation et de violence. Puis, le nouveau président, Joseph Kasavubu, prononce un discours modéré et conciliant. Et enfin, c'est au tour de Patrice Lumumba, le Premier ministre. Il n'était pas prévu qu'il parle, mais il prend la parole. Et ce qu'il va dire va secouer le monde entier. Il prononce un discours enflammé, un réquisitoire terrible contre le colonialisme. Il rappelle les humiliations, le racisme, le travail forcé, les terres volées. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres, lance-t-il. C'est un discours de vérité, brutal, mais nécessaire. Pour la première fois, un leader africain ose dire publiquement, en face de l'ancien colonisateur, ce que des millions de personnes ont enduré en silence. Ce jour-là, Lumumba ne libère pas seulement le Congo, il rend sa fierté à tout un continent. Mais ce discours, acte de courage et de dignité, scelle aussi son destin. Pour les puissances occidentales, notamment la Belgique et les États-Unis, c'est la preuve que Lumumba est un nationaliste radical, incontrôlable et potentiellement un allié de l'Union soviétique en pleine guerre froide. Ils ne peuvent accepter qu'un leader aussi charismatique et déterminé prenne réellement
le contrôle des immenses richesses stratégiques du Congo, comme l'uranium de ses mines, qui avait servi à fabriquer les premières bombes atomiques. À peine né, le Congo indépendant est déjà la cible d'un complot international visant à déstabiliser son gouvernement et à éliminer son leader. Les jours de Patrice Lumumba sont comptés. Le rêve un Congo libre et uni, est sur le point de se transformer en un terrible cauchemar. Dans les années 50, l'idée d'une indépendance immédiate n'est pas encore au cœur du combat de Lumumba. C'est un homme pragmatique, un réformiste convaincu qu'il est possible de faire évoluer le système colonial de l'intérieur de manière progressive et pacifique. Il n'est pas encore l'ennemi déclaré de la Belgique. Au contraire, il est un interlocuteur privilégié des autorités coloniales. Il dialogue, négocie, cherche le compromis. Il est ce qu'on appelle alors un évolué. Cette élite congolaise, instruite sur laquelle la Belgique pense pouvoir s'appuyer pour maintenir son influence. Lumumba est un homme d'action et un intellectuel. Il fonde des associations culturelles et des mutuelles pour améliorer le quotidien de ses compatriotes. Il croit fermement au pouvoir de l'éducation et de l'organisation. En 1956, il fait même partie d'un voyage d'études en Belgique. C'est un événement marquant. Il y rencontre des intellectuels, des politiciens, et même le roi Baudouin en personne. Pour lui, c'est la preuve que le dialogue est au possible, que les Belges sont prêts à écouter les aspirations des Congolais. Pendant cette période, il se rapproche même des idées du Parti libéral belge. Il pense que les valeurs de liberté et de progrès défendues par ce courant politique peuvent être le moteur d'une émancipation du Congo. Il est persuadé que la réforme viendra des Belges eux-mêmes, qu'ils finiront par comprendre que l'avenir réside dans un partenariat équilibré. C'est dans cet esprit qu'il écrit un livre. Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Dans cet ouvrage, il ne réclame pas la rupture, mais dessine la vision d'un Congo modernisé, d'une société belgo-congolaise où chacun aurait sa place. Il imagine une autonomie progressive, une transition en douceur vers un avenir commun. C'était la vision d'un Lumumba optimiste, un homme qui croyait encore en la bonne foi du colonisateur. Mais cet optimisme va peu à peu se fissurer, puis voler en éclats. Au fil de ses interactions avec l'administration coloniale, Lumumba commence à voir l'envers du décor. Il se heurte à un mur de paternalisme. Les Belges le traitent avec une condescendance à peine voilée, comme un enfant talentueux qu'il faut guider, mais à qui on ne peut surtout pas confier de réelles responsabilités. Il comprend que les promesses d'égalité et de progrès ne sont que des mots, des discours creux destinés à calmer les esprits. Le pouvoir réel, le pouvoir de décision, reste fermement entre les mains des colons. Les évolués, comme lui, sont une vitrine, pas de véritables partenaires. Cette prise de conscience est une première blessure profonde. Le point de rupture définitif, le choc qui va transformer le réformiste en révolutionnaire, a lieu en 1958. Lumumba est invité à Bruxelles pour l'exposition universelle. Cet événement est censé célébrer le génie humain et la fraternité entre les peuples. Mais ce que Lumumba y découvre est une humiliation. Dans le pavillon du Congo, on a recréé un village indigène. Des hommes, des femmes et des enfants congolais y sont exhibés comme des bêtes curieuses, en pagne dans des cases en paille, sous le regard amusé et méprisant des visiteurs européens. Pour Lumumba, c'est un électrochoc. L'image du Congolais qui est présentée au monde est une caricature grossière, un cliché raciste qui nie toute la richesse de sa culture, toute la dignité de son peuple. Il comprend alors que le système colonial n'est pas seulement une affaire d'administration ou d'économie. C'est une idéologie basée sur le mépris de l'autre, sur une vision raciale qui justifie la domination. Ce jour-là, à Bruxelles, le masque tombe. Il n'y a plus de dialogue possible, plus de réforme envisageable. Le système n'est pas à amender, il est à abattre. La rupture est consommée, totale, irréversible. Transformé par cette expérience, Lumumba rentre au Congo avec une nouvelle détermination. Fini le temps des compromis et des illusions. Il faut maintenant unir le peuple congolais pour arracher son indépendance. Le 5 octobre 1958, quelques mois seulement après son retour de Bruxelles, il fonde le mouvement national congolais, le MNC.
Ce n'est plus une simple association culturelle, c'est un véritable parti politique, un parti révolutionnaire. Et l'idée centrale du MNC est radicalement nouvelle pour l'époque, l'unité nationale. Dans un pays immense, composé de centaines d'ethnies et de langues différentes, où les Belges ont souvent joué sur les divisions pour mieux régner, Lumumba prône un Congo uni. Son message est clair. Avant d'être des Bakongo, des Luba ou des Lunda, nous sommes tous des Congolais. Il veut dépasser les clivages ethniques et régionaux, qui sont pour lui des pièges qui affaiblissent la lutte. Il veut forger une conscience nationale, un sentiment d'appartenance à une seule et même nation. Son charisme et la puissance de son discours font mouche. Lumumba devient rapidement la figure de proue du nationalisme congolais. Voilà pour cette deuxième partie sur la transformation de Patrice Lumumba. On voit comment les événements et les humiliations l'ont poussé d'une posture réformiste à un engagement total pour l'indépendance. Nous voici dans la troisième partie de notre série sur Patrice Lumumba, le feu de l'indépendance. En décembre 1958, un événement va tout changer. Lumumba se rend à la conférence des peuples africains, à Accra, au Ghana. Imaginez l'ambiance. Des leaders venus de tout le continent, tous animés par la même flamme, le même désir de liberté. C'est là qu'il rencontre des figures comme Kwame Nkrumah, le père de l'indépendance ghanéenne. Les discussions sont passionnées, les idées fusent, et un message central émerge d'une clarté redoutable. Le tribalisme c'est l'outil des colonisateurs pour nous diviser. Il crée des tensions entre nous, les amplifie pour mieux régner. Le néocolonialisme, cette nouvelle forme de domination économique, se nourrit de ces divisions pour piller nos richesses. Pour Lumumba, c'est une révélation, ou plutôt une confirmation. Il comprend que la lutte pour l'indépendance du Congo doit dépasser les clivages ethniques. L'unité n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour la survie et la souveraineté. Ce voyage à Accra a transformé un leader politique en un véritable visionnaire panafricain. Il ne rentre pas seulement au Congo avec des idées, mais avec une conviction de fer. De retour à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, Lumumba est un homme métamorphosé. Fini le temps des demandes prudentes et des réformes graduelles. L'heure n'est plus à la négociation, mais à l'exigence. Il organise des rassemblements. Et devant des milliers de Congolais, des foules immenses et galvanisées, il prononce les mots que tout le monde attendait, mais que personne n'osait dire si fort: indépendance totale et immédiate. Son charisme est électrique. Sa voix porte, elle résonne dans les cœurs. Il ne parle plus seulement au nom de son ethnie ou de sa région, mais au nom de tout un peuple uni. Indépendance, ce mot devient un cri de ralliement, un chant d'espoir qui se propage comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Chaque discours enflamme un peu plus les esprits. Les gens commencent à croire que c'est possible, que la liberté est à portée de main. Mais cette ferveur populaire a un revers. Elle inquiète terriblement les autorités coloniales belges. Ils voient en tant Lumumba un agitateur, une menace directe à leur pouvoir. Ils ont sous-estimé la force de ce mouvement, pensant pouvoir le contrôler. Ils réalisent maintenant que la situation leur échappe complètement. Face à cette vague de contestation, la réaction du pouvoir colonial est brutale. La répression s'abat sur le mouvement nationaliste. Le mot d'ordre est clair. Il faut faire taire Lumumba et écraser ses partisans. Les manifestations pacifiques sont accueillies par des tirs. Les arrestations se multiplient. Les prisons se remplissent de militants indépendantistes. Lumumba lui-même est dans le viseur. Il est arrêté, accusé d'inciter à l'émeute. En prison, il est humilié, battu, dans l'espoir de le briser, de le faire renoncer. On veut en faire un exemple, montrer ce qu'il en coûte de défier l'autorité coloniale. Mais l'effet produit est exactement l'inverse de celui escompté. Chaque coup porté à Lumumba renforce sa détermination. Chaque jour passé en prison ne fait qu'augmenter son prestige. Il n'est plus seulement un leader politique, il devient un martyr vivant, un symbole de la résistance du peuple congolais face à l'oppression. Son image de prisonnier, loin de l'affaiblir, galvanise encore plus la population.
Les gens ne le voient plus comme un simple homme, mais comme l'incarnation de leur propre lutte pour la dignité. La Belgique a créé son propre pire ennemi. La situation devient intenable pour la Belgique. Sur le terrain, les manifestations et les émeutes se poursuivent, de plus en plus difficiles à contrôler. À l'international, la pression monte. L'ONU, les autres puissances mondiales et les pays africains fraîchement indépendants condamnent la répression et soutiennent le droit du Congo à l'autodétermination. Le nom de Lumumba est sur toutes les lèvres. La Belgique est prise au piège. Continuer la répression risque de déclencher une véritable guerre coloniale, coûteuse et impopulaire. Ne rien faire, c'est accepter de perdre le contrôle. Acculée, elle est contrainte de lâcher du lest et d'ouvrir des négociations. Une table ronde est organisée à Bruxelles, au début de l'année 1960. Les leaders congolais, y compris Lumumba, qui soit libéré de prison pour y participer, sont invités. Les Belges pensent encore pouvoir manœuvrer, proposer une indépendance progressive sur plusieurs années. Mais ils font face à un front uni des Congolais qui, malgré leurs divisions internes, exigent une seule chose, l'indépendance maintenant. Contre toute attente, la Belgique cède. La date de l'indépendance du Congo est fixée au 30 juin 1960. Une victoire historique, arrachée par la lutte du peuple. La route vers le 30 juin est encore courte et frénétique. Il faut organiser des élections, les premières élections générales de l'histoire du pays, pour désigner les futurs dirigeants du Congo indépendant. Dans ce contexte, le mouvement national congolais, le parti de Lumumba, part avec un avantage considérable. Il est le seul parti à avoir une véritable dimension nationale, transcendant les clivages ethniques et régionaux. Lumumba fait campagne sans relâche, parcourant le pays, portant son message d'unité et de souveraineté. Les résultats tombent, et c'est un triomphe. Le MNC arrive largement en tête, remportant le plus grand nombre de sièges au Parlement. Malgré les tentatives de manœuvres politiques pour l'écarter, sa légitimité est incontestable. Patrice Lumumba, l'ancien employé des postes, le prisonnier politique, devient le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. À seulement 34 ans, il tient entre ses mains le destin de son pays. Le rêve est devenu réalité, mais le plus dur ne fait que commencer. Le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, un discours va marquer l'histoire et sceller son destin. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine partie. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Nous sommes le 30 juin 1960. Un jour historique pour la République du Congo, qui célèbre son indépendance après des décennies de colonisation belge. L'atmosphère est à la fois solennelle et pleine d'espoir. La cérémonie officielle se déroule à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa. Tout est censé être parfaitement orchestré, protocolaire. Le roi des Belges, Baudouin, est présent. Il prononce un discours paternaliste, vantant l'œuvre civilisatrice de la Belgique, comme si l'indépendance était un cadeau généreusement offert par le colonisateur à ses enfants africains. C'est une vision de l'histoire qui efface des décennies de souffrance, d'exploitation et de violence. Après le roi, le premier président congolais, Joseph Kasavubu, prend la parole. Son discours est conciliant, poli, presque effacé. Il remercie la Belgique, suivant le script attendu. La cérémonie semble se diriger vers une conclusion convenue, sans vague. Mais ce jour-là, l'histoire a rendez-vous avec l'imprévu. Un homme n'était initialement pas inscrit sur la liste des orateurs. C'est le Premier ministre, Patrice Lumumba. Il se lève, s'approche du micro, et le monde entier retient son souffle. Ce qui va suivre n'est pas un discours, c'est une déflagration. C'est un acte de rébellion symbolique qui va résonner bien au-delà des frontières du Congo. Dès les premiers mots, le ton est donné. Lumumba ne va pas remercier, il ne va pas se courber, il va parler vrai. Face au roi des Belges, face aux dignitaires internationaux, il regarde son peuple, les Congolais, et il leur parle directement. Il leur dit « Congolais et Congolaises, combattants de la liberté aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. » Il ne parle pas d'une indépendance octroyée, mais d'une liberté conquise. Puis, il plonge dans le vif du sujet. Il rappelle ce que le discours du roi a soigneusement omis.
Il parle des humiliations, des insultes, des coups que les Congolais ont dû subir matin, midi et soir, simplement parce qu'ils étaient noirs. Il évoque le travail forcé, les salaires de misère qui ne permettaient ni de manger à sa faim, ni de se vêtir, ni de loger décemment. Il dénonce le racisme institutionnalisé, les terres spoliées, la ségrégation dans les villes, les lois qui n'étaient jamais les mêmes pour les Blancs et pour les Noirs. C'est un réquisitoire implacable. Chaque mot est pesé, chaque phrase est une flèche qui vise le cœur du système colonial. Il rappelle les morts, ceux qui ont péri pour leurs idées ou qui ont refusé de se soumettre. Il ne s'agit pas d'un simple discours politique, c'est un cri, le cri de tout un peuple, de tout un continent. Il proclame haut et fort que l'indépendance du Congo n'est pas un cadeau de la Belgique. Non, elle est le fruit de la lutte. Une lutte de larmes, de feu et de sang. Une lutte noble et juste, dit-il. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Imaginez la scène, le silence glacial qui s'installe dans la salle du côté des officiels belges et occidentaux. Leurs visages se ferment, la gêne est palpable. Et en contraste, imaginez la ferveur, l'émotion, la fierté qui s'empare des Congolais présents et de tous ceux qui écoutent à la radio. Pour la première fois, un leader africain, le jour même de l'indépendance, ose dire la vérité crue, sans filtre, au visage de l'ancien maître. Ce discours est une rupture. Il fait vibrer toute l'Afrique. De Dakar à Alger, de Accra à Nairobi, les mots de Lumumba sont repris, partagés. Il devient instantanément un héros panafricain, le symbole d'une Afrique qui se relève, digne et fière. Mais si ce discours inspire des millions d'Africains, il provoque la fureur des puissances occidentales. Pour la Belgique, c'est un affront insupportable. Pour les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, qui ont encore d'immenses intérêts économiques sur le continent, ce discours est un signal d'alarme. Lumumba n'est pas un dirigeant docile qu'on pourra manipuler. C'est un nationaliste intransigeant, un homme qui place les intérêts de son pays et de son peuple au-dessus de tout. À partir de cet instant, dans les chancelleries occidentales, Patrice Lumumba devient l'homme à abattre. Il est catalogué comme dangereux, incontrôlable et très vite comme une menace communiste potentielle. La machine à le déstabiliser se met en marche. La situation au Congo devient rapidement chaotique et les anciennes puissances coloniales ne sont pas étrangères à ce chaos. Quelques jours seulement après l'indépendance, la riche province minière du Katanga, où se concentrent les gisements de cuivre, de cobalt et d'uranium, fait sécession. Cette sécession est menée par Moïse Tshombe, mais elle est activement soutenue, financée et armée par des intérêts industriels belges et internationaux. Ils ne veulent pas perdre le contrôle de ces richesses stratégiques. Pour Lumumba, cette sécession est inacceptable. C'est une tentative de démembrer le pays, de le priver de ses ressources vitales, de le maintenir dans un état de dépendance économique. Il refuse catégoriquement la division du Congo. Il veut un État unitaire et fort, capable de contrôler son propre destin. Il dénonce publiquement le rôle des puissances étrangères dans cette affaire, pointant du doigt la Belgique et ses alliés. Il se bat sur tous les fronts pour préserver l'intégrité de son pays. Face à la crise du Katanga, Lumumba cherche de l'aide. Son premier réflexe est de se tourner vers les institutions internationales. Il fait appel à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, demandant une intervention pour mettre fin à la sécession et expulser les mercenaires étrangers. Mais l'aide de l'ONU est lente, hésitante, et surtout, elle refuse d'intervenir militairement contre les sécessionnistes, se contentant d'un rôle d'observation. Pour Lumumba, c'est une trahison. Il sent que le temps joue contre lui, et que les puissances occidentales, qui dominent l'ONU, jouent un double jeu. Impatient et sentant son pouvoir s'effriter, il commet alors l'acte qui va sceller son destin. Dans un geste de défi et de désespoir, il se tourne vers l'autre bloc. Nous sommes en pleine guerre froide. Le monde est divisé entre le camp américain et le camp soviétique. En demandant une aide logistique et technique à l'URSS, Lumumba franchit la ligne rouge. Pour Washington et ses alliés, c'est la preuve qu'ils attendaient Fonky. Lumumba n'est plus seulement un nationaliste gênant, il est désormais un pion de Moscou,
un communiste qui risque de faire basculer toute l'Afrique centrale dans le camp adverse. La CIA et les services secrets belges reçoivent le feu vert pour l'éliminer, politiquement et si nécessaire, physiquement. Le sort de Patrice Lumumba est désormais scellé. En quelques mois seulement, le héros de l'indépendance, l'homme qui avait osé défier un empire, est devenu un paria sur la scène internationale, isolé, piégé. L'étau se resserre inexorablement autour de lui. La suite, tragique, vous la découvrirez dans notre prochain et dernier épisode. Merci de nous avoir suivis pour cette 4e partie. L'histoire de Patrice Lumumba est un rappel puissant de la complexité des luttes pour l'indépendance et des forces qui s'opposent à la véritable souveraineté des peuples. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez connaître la fin de cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer le dernier épisode. Voici la 5e et dernière partie de notre série consacrée à Patrice Lumumba. Après avoir exploré son ascension fulgurante, nous allons maintenant aborder les derniers mois de sa vie. Une période marquée par des trahisons, des complots et une fin tragique qui a scellé son destin de martyr de l'indépendance africaine. L'indépendance du Congo, proclamée dans l'euphorie le 30 juin 1960, ne tarde pas à révéler ses immenses défis. Le jeune État est immédiatement confronté à une série de crises qui menacent de le faire imploser. Les tensions politiques internes, exacerbées par des décennies de domination coloniale, éclatent au grand jour. Les rivalités entre les différentes factions politiques congolaises s'intensifient, créant un climat de méfiance et d'instabilité. Mais la menace la plus grave vient de l'extérieur. À peine le drapeau belge est-il descendu que la province du Katanga, la plus riche du pays en ressources minières, fait sécession sous la direction de Moïse Tshombe. Cette sécession n'est pas un acte isolé. Elle est activement soutenue par des intérêts financiers et politiques belges qui voient d'un très mauvais œil la perspective de perdre le contrôle de cette manne économique. Pour eux, un Congo fort et unifié, dirigé par un nationaliste intransigeant comme Lumumba, représente une menace directe. Face à cette tentative de démembrement du pays, la réaction de Patrice Lumumba est immédiate et sans équivoque. En tant que Premier ministre, il considère le maintien de l'unité nationale comme sa mission la plus sacrée. Pour lui, la sécession du Katanga est une trahison. Une manœuvre néocoloniale visant à affaiblir le Congo dès sa naissance pour mieux continuer à piller ses richesses. Il dénonce avec force cette ingérence étrangère et refuse toute forme de compromis qui remettrait en cause l'intégrité territoriale du pays. Ses discours enflammés, sa détermination inflexible et son refus de se soumettre aux pressions des anciennes puissances coloniales commencent à sérieusement inquiéter. À Bruxelles, à Washington et dans d'autres capitales occidentales, Lumumba est de plus en plus perçu comme un leader imprévisible, voire dangereux. On le soupçonne de sympathie communiste, une accusation gravissime en pleine guerre froide. Son rapprochement avec l'Union soviétique, qu'il sollicite pour obtenir une aide logistique afin de mater la rébellion katangaise, ne fait que renforcer ses craintes. Il n'est plus vu comme un simple nationaliste, mais comme une pièce potentiellement adverse sur l'échiquier mondial. Cette hostilité internationale trouve un écho puissant à l'intérieur même du Congo. Certains dirigeants congolais, plus modérés ou plus enclins à collaborer avec l'Occident, voient d'un mauvais œil le radicalisme de Lumumba. Ils craignent que sa politique de confrontation ne plonge le pays dans le chaos et ne l'isole sur la scène internationale. Parmi eux, le président Joseph Kasavubu, dont les relations avec son Premier ministre se dégradent de jour en jour. Les deux hommes, autrefois alliés dans la lutte pour l'indépendance, incarnent désormais deux visions opposées de l'avenir du Congo. Le piège se referme progressivement sur Lumumba. Isolé politiquement, lâché par une partie de ses alliés, il devient la cible d'une campagne de déstabilisation orchestrée de l'intérieur comme de l'extérieur. Le 5 septembre 1960, le coup de théâtre survient. Le président Kasavubu annonce à la radio la révocation de Patrice Lumumba de son poste de Premier ministre. C'est un acte constitutionnellement contestable, une véritable bombe politique qui plonge le pays dans une confusion totale. Lumumba réplique immédiatement
en déclarant à son tour le président Kasavubu déchu de ses fonctions. Le Congo se retrouve avec 2 gouvernements rivaux, paralysés par une crise institutionnelle sans précédent. C'est dans ce climat de chaos que va émerger un 3e homme, un personnage qui jouera un rôle clé dans les décennies à venir. Le colonel Joseph Désiré Mobutu, alors chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Profitant de la paralysie politique, Mobutu organise un coup de force militaire le 14 septembre 1960. Il annonce neutraliser les politiciens et met en place un collège des commissaires généraux, un gouvernement de technocrates chargé de gérer les affaires courantes. Officiellement, il se présente comme un arbitre cherchant à ramener l'ordre. En réalité, ce coup d'État marque la mise à l'écart définitive de Lumumba, du pouvoir exécutif. Dès lors, le destin de Patrice Lumumba bascule. Il n'était plus le chef du gouvernement, mais un homme traqué. Placé en résidence surveillée dans sa villa de Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, il est gardé par les troupes de Mobutu et des casques bleus de l'ONU. Sa liberté de mouvement est sévèrement restreinte, ses communications coupées. Mais même assigné à résidence, Lumumba ne renonce pas. Il continue de croire en la légitimité de son combat et en la force de son soutien populaire. Fin novembre 1960, il prend une décision audacieuse et risquée. Il s'échappe de sa résidence surveillée dans l'espoir de rejoindre ses partisans à Stanleyville, aujourd'hui Kisangani, où un gouvernement pro-Lumumba s'est constitué sous la direction d'Antoine Gizenga. C'est une tentative désespérée de reprendre la main, de poursuivre le combat politique depuis son fief. Son voyage à travers le pays est une véritable épopée. Poursuivi par les troupes de Mobutu, il parvient à traverser des centaines de kilomètres, haranguant les foules dans les villages, galvanisant encore et toujours ses partisans qui voient en lui le seul véritable leader du Congo. Mais la traque finit par le rattraper. Le 1er décembre 1960, près de la rivière Sankuru, il est intercepté par les soldats du colonel Mobutu. Les images de son arrestation feront le tour du monde. On y voit un Lumumba humilié, les mains liées dans le dos, brutalisé par ses geôliers. C'est la fin de sa fuite, le début de son calvaire. Il est d'abord ramené à Léopoldville, puis transféré au camp militaire de Tisville. Les conditions de sa détention sont effroyables. Il est torturé, maltraité, mais refuse de renoncer à ses convictions. Pour ses adversaires, sa simple existence reste une menace. Tant qu'il est en vie, il demeure un symbole, un pôle de ralliement pour ses partisans. La décision est alors prise de se débarrasser de lui définitivement. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et 2 de ses compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, sont extraits de leurs cellules. On les fait monter à bord d'un avion. Destination: Élisabethville, au cœur de la province sécessionniste du Katanga. C'est comme livrer un agneau dans la gueule du loup. Là-bas, ils sont remis entre les mains de leurs pires ennemis, les autorités katangaises de Moïse Tshombe, encadrées par des mercenaires et des conseillers belges. Ce qui se passe cette nuit-là restera longtemps entouré de mystères. Mais des décennies plus tard, des enquêtes et des commissions parlementaires, notamment en Belgique, lèveront le voile sur l'horreur. Lumumba et ses compagnons sont conduits dans une villa isolée, où ils subissent de nouvelles tortures avant d'être emmenés dans la savane et fusillés par un peloton d'exécution. Leurs corps seront ensuite déterrés, démembrés et dissous dans de l'acide pour ne laisser aucune trace, pour effacer jusqu'au souvenir de leur sépulture. Ce jour-là, le 17 janvier 1961, marque la fin tragique du parcours politique et humain de Patrice Lumumba. Il n'avait que 35 ans. En quelques mois à peine, cet homme était passé du statut de militant anticolonial à celui de Premier ministre d'un des plus grands pays d'Afrique, avant de devenir un prisonnier politique, puis un martyr. La mort de Lumumba a eu des conséquences profondes et durables, non seulement pour le Congo, mais pour tout le continent africain. Elle a symbolisé la brutalité des luttes de pouvoir de la guerre froide et la difficulté pour les jeunes nations africaines de s'affranchir réellement de la tutelle étrangère. Son assassinat a laissé une blessure béante dans la conscience collective congolaise et a fait de lui une icône mondiale de la lutte pour la liberté et la dignité des peuples opprimés. Ainsi s'achève le destin d'un homme qui, par son courage, sa vision et son sacrifice,
est devenu l'un des symboles les plus puissants de l'émancipation africaine. Son héritage, complexe et parfois controversé, continue de nous interroger sur les notions de souveraineté, de justice et sur le prix de la liberté. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. L'histoire de Patrice Lumumba est un chapitre essentiel pour comprendre le Congo et l'Afrique contemporaine. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À très bientôt pour de nouvelles histoires. La nouvelle de la mort de Lumumba se répand comme une traînée de poudre. C'est un choc immense. En Afrique et à travers le monde, la colère gronde. Des manifestations éclatent dans de nombreuses capitales. À Belgrade, des manifestants prennent d'assaut l'ambassade de Belgique. À New York, devant le siège des Nations Unies, des centaines de personnes crient leur indignation. Au Caire, à Accra, à Londres, le scénario est le même. Lumumba, assassiné, devient instantanément un martyr. Son visage, sa voix, son combat se transforment en un symbole puissant, celui de la lutte des peuples opprimés contre la mainmise impérialiste, un cri de ralliement pour tous ceux qui rêvent d'une Afrique véritablement libre. Il devient une icône, un héros dont la voix que l'on a voulu étouffer résonne plus fort que jamais. Son sacrifice a allumé un feu qui ne s'éteindra pas de sitôt. Les puissances qui ont orchestré sa chute pensaient avoir réglé un problème. En réalité, elles venaient de créer une légende. Pendant des décennies, la vérité sur l'assassinat de Lumumba reste enfouie sous une chape de plomb. Les versions officielles sont vagues, contradictoires. On parle d'une évasion qui aurait mal tourné, d'un règlement de compte entre Congolais. La Belgique, les États-Unis, la CIA, tout le monde nie la moindre implication. Le silence est assourdissant. Mais les fantômes du passé ne disparaissent jamais complètement. Des journalistes, des historiens, des témoins commencent à parler, à assembler les pièces du puzzle. Peu à peu, la vérité émerge, fragment par fragment, au fil d'enquêtes courageuses et de révélations troublantes. Des documents sont déclassifiés, des témoignages sont recueillis. La thèse de l'accident ne tient plus. On découvre les télégrammes, les notes secrètes, les plans macabres. L'implication des services secrets occidentaux, et plus particulièrement belges, devient de plus en plus évidente. L'assassinat de Lumumba n'était pas un hasard, mais bien une opération planifiée, exécutée avec une froide détermination pour éliminer un leader jugé trop dangereux pour les intérêts néocoloniaux. Le tournant majeur arrive au début des années 2000. Face à une accumulation de preuves accablantes, le Parlement belge est contraint de mettre en place une commission d'enquête. C'est un moment historique. Pendant des mois, des experts auditionnent des témoins, épluchent des milliers de pages d'archives. Leurs conclusions, publiées en 2001, sont sans appel. Le rapport reconnaît la responsabilité morale de la Belgique dans les événements qui ont conduit à la mort de Lumumba. Le gouvernement belge de l'époque n'a rien fait pour empêcher l'assassinat et a même fermé les yeux sur les actions de ses agents sur le terrain. C'est une reconnaissance partielle, mais une reconnaissance tout de même. Pour la première fois, un État occidental admet sa part d'ombre dans cette tragédie. Le Premier ministre belge de l'époque présentera même des excuses officielles au peuple congolais. Ce n'est pas encore toute la vérité, mais une brèche immense vient de s'ouvrir dans le mur du silence. Dans le sillage de cette enquête parlementaire, une autre bataille commence, cette fois-ci sur le terrain judiciaire. La famille de Patrice Lumumba, ses enfants, qui ont vécu toute leur vie avec ce drame, décident de porter plainte en Belgique pour crime de guerre. Ils veulent que la justice aille plus loin que la simple responsabilité morale. Ils veulent que les responsabilités individuelles soient établies, que les coupables, s'ils sont encore en vie, soient jugés. L'instruction judiciaire s'ouvre, elle est longue, complexe, semée d'embûches. Mais une découverte va tout bouleverser. Un ancien commissaire de police belge, Gérard Soit, qui a participé à la dissolution du corps de Lumumba dans l'acide, révèle dans un documentaire avoir conservé une dent. Une dent en or, seul reste physique du Premier ministre congolais. Cette révélation est à la fois macabre et incroyablement symbolique. Ce fragment minuscule du corps de Lumumba devient l'ultime preuve de sa présence, l'ultime relique de son sacrifice. Après une longue procédure judiciaire, la justice belge
ordonne la restitution de cette dent à la famille de Lumumba. C'est un moment d'une émotion indescriptible. En juin 2022, plus de 60 ans après son assassinat, ce qu'il reste de Patrice Lumumba rentre enfin chez lui, au Congo. La dent est placée dans un cercueil, drapé du drapeau national. Un deuil national étant décrété. Le cercueil parcourt le pays, accueilli par des foules immenses et émues dans les villes où Lumumba a vécu et combattu. C'est comme si le héros rentrait enfin de son long exil. Ce retour posthume est bien plus qu'une simple restitution. C'est un acte de réparation, une façon de clore, enfin, un chapitre douloureux de l'histoire du Congo. La nation peut enfin commencer à faire son deuil. Le point d'orgue de ce retour est l'enterrement solennel à Kinshasa. Un mausolée a été érigé en son honneur. Devant les dirigeants congolais, des délégations étrangères et sa famille, le cercueil contenant la précieuse relique est mis en terre. Les honneurs militaires lui sont rendus. C'est l'enterrement d'un chef d'État, celui qu'il n'a jamais eu. C'est la reconnaissance suprême de son statut de héros national. Aujourd'hui, le mausolée de Lumumba est un lieu de pèlerinage, un mémorial où les Congolais et les visiteurs du monde entier peuvent venir se recueillir et réfléchir à son héritage. Enterrer ce fragment de son corps, c'est était aussi symboliquement enterrer une partie de la violence du passé pour pouvoir regarder vers elle à venir. Aujourd'hui, l'héritage de Patrice Lumumba est omniprésent au Congo et bien au-delà. Il est officiellement reconnu comme le tout premier héros national de la République démocratique du Congo. Son nom est partout. Des boulevards, des places publiques, des stades portent son nom dans presque toutes les villes du pays. L'une des plus grandes universités de Kinshasa s'appelle l'université Patrice Lumumba. Son portrait est affiché dans les administrations, dans les écoles. Il est devenu une figure tutélaire, le père de l'indépendance, celui qui a osé dire non. Pour des générations de Congolais, il incarne la dignité, le courage et le rêve d'une nation souveraine et unie. Son histoire est enseignée aux enfants comme l'exemple ultime du patriotisme. Mais l'influence de Lumumba dépasse largement les frontières du Congo. Il est devenu une icône panafricaine, une figure majeure du mouvement des non-alignés et de la lutte anticoloniale mondiale. De Dakar à Johannesburg, de la Havane à Harlem, son nom résonne comme un symbole de résistance. Des poètes comme Aimé Césaire lui ont dédié des œuvres. Des musiciens ont chanté sa bravoure. Il a inspiré des leaders de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, comme Malcolm X, qui voyait en lui un frère de combat pour la dignité des Noirs du monde entier. Lumumba est entré dans le panthéon des grands libérateurs du XXe siècle, aux côtés de Nelson Mandela, de Martin Luther King ou de Che Guevara. Il a montré qu'un homme seul, armé de ses convictions, pouvait faire trembler les empires. Quand on y pense, c'est assez vertigineux. Patrice Lumumba n'a été au pouvoir que durant une période extrêmement courte. Moins de 3 mois en tant que Premier ministre effectif. 78 jours, pour être précis. Une parenthèse minuscule dans la longue histoire du Congo. Et pourtant, ces quelques semaines ont suffi à changer le cours de l'histoire, non seulement de son pays, mais de tout un continent. Il a eu si peu de temps, mais il l'a utilisé avec une intensité foudroyante. Chaque discours, chaque décision, chaque acte était empreint d'une vision claire et d'une détermination sans faille. En quelques mois, il a réussi à incarner l'espoir d'une indépendance réelle et totale, un espoir si puissant qu'il a fallu le tuer pour tenter de l'éteindre. Son combat, bref mais fulgurant, a laissé une marque indélébile. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé de courber l'échine, qui a préféré mourir debout plutôt que de vivre à genoux. C'est l'histoire d'une voix que l'on a tenté de faire taire par la violence, mais qui n'a fait que s'amplifier dans la mort. L'assassinat de Lumumba a révélé au monde entier la brutalité du système néocolonial. Sa peur panique de voir émerger des leaders africains véritablement libres. En voulant l'effacer de l'histoire, ces assassins l'y ont fait entrer pour l'éternité. Son sacrifice n'a pas été vain. Il a nourri la flamme de la lutte pour la souveraineté et la dignité des peuples. Une flamme qui continue de brûler aujourd'hui. Elle, histoire de Patrice Lumumba, est une leçon universelle. Les idées justes et les grands hommes ne meurent jamais vraiment.
Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'histoire. À très bientôt.